Ah, pardon, je l'avais vu avant. Non, 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 je rigole. C'est pas du tout mon genre. Immonde. Oh, gênant. Répugnant. Vulgaire. Oh, mais y a rien. On a des petites robes un peu habillées, à paillettes, des choses. Genre... Genre ça? Ouais. C'est une blague? Bonsoir. Alors, cette séquence vous a-t-elle fait rire? Elle vous a agacé? Vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, plus que jamais, le spectacle de la connerie humaine fait recette. Avec son comportement transgressif, parfois méchant ou vulgaire, le con exerce une sorte de fascination. On le croit sur les écrans, mais aussi et souvent dans la vraie vie, votre voisin, votre collègue, votre patron. Pendant des siècles, on aimait se représenter l'humain comme un être doué de raison. Descartes disait que le bon sens était la chose au monde la mieux partagée. Ce soir, nous allons vous démontrer qu'on peut en dire autant de la connerie. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau est programmé pour penser parfois à l'envers du bon sens? Et pourquoi chez certains, la connerie devient-elle une seconde nature? On tentera de répondre à ces questions. Mais tout d'abord, je vous propose de nous glisser dans la tête de quelqu'un qui a fait de la connerie décomplexée la matière première de son art. Je suis dans un bistrot, tout d'un coup, un homme rentre en hurlant « Je vous encule tous !» Je suis déjà pas tellement chaud pour qu'on hurle dans les bistrots, mais qu'on le fasse dans un français correct. Parce que « je vous encule tous » au présent de l'indicatif suppose que l'action est en cours, ce que je dément formellement. Je vais tous vous enculer. Au futur, ça exprimerait éventuellement une promesse pour certains, une menace pour d'autres. Je vous ai tous enculés signifierait que l'action est passée. Déjà, ce que je dément aussi formellement. Et à partir d'un mec qui bougonne en rentrant dans un bistrot, un peu bête et pas très fort en grammaire, on arrive à faire un sketch qui va décrire un con. Dès qu'il y a une ineptie quelque part, je la débusque, si tu veux. Je suis plutôt plutôt un chasseur de conneries humaines, tu vois, qui se cache dans n'importe quelle phrase, dans n'importe quel mot. Jean-Marie Bigard, c'est la figure de proue de tous ceux qui font recette avec la connerie humaine. Sa marque de fabrique, franchir sans hésiter les limites de la décence et du bon goût. Ce ton décomplexé lui a valu 30 ans de succès. Il est le seul humoriste à avoir rempli le Stade de France. J'ai conçu un appareil qui s'appelle le connard hockey. Ça marche avec un seul mot, connard. Ça veut dire, quand tu dois dire connard, comme au karaoké, le connard se teinte. Regarde, connard. Alors, donc, j'arrive avec un pote un jour au restaurant, le garçon, il vient nous accueillir et il nous dit, c'est pour dîner. Et moi, je lui dis, non, c'est pour faire un tennis. Tu vois que tu y arrives. Vous aimez y aller, hein. Il faut un peu repousser les limites. J'avais même écrit un sketch en disant bon, qui prend le vulgaire cette année? Personne? Bon, bah tant pis, je vais être obligé de m'y recoller alors. Le garçon, il arrive vers moi et il me dit vous avez terminé? Alors j'ai dit bah non, je vais manger l'assiette. Puis après, je verrai ce que je peux faire avec la table. Bien sûr. Il faut être libre, il ne faut pas avoir de limites. Ben, je vais te donner la réponse universelle. La réponse de toutes les réponses à propos de la sempiternelle phrase « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» On ne peut rire que de tout. Et quand il y a des gens qui vous disent « Ouais, là, vous allez trop loin quand même, vous nous choquez, vous nous blessez. » Je leur dis « Allez vous plaindre à la commandantour. » C'est les bien-pensants, c'est ceux qui veulent. De la bien-pensance, oui. Cette surenchère dans la connerie revendiquée a fait des émules. On en trouve aujourd'hui partout, à la télé et sur le net. L'important est de pousser le bouchon toujours plus loin, car la concurrence est rude quand on veut faire le buzz. Pourquoi le roi soleil, on l'a appelé le roi soleil?
que sa chambre elle était exposée sud et du coup il est mis le soleil. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14. 30, 39, 38. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. Mais moi, je peux pas faire ce genre de choses. Non mais allô? 103 moins 17. 103 moins 17, ce qui fait un faucon dans la démocratie. Salut les vermines, en direct de ma baignoire. Tu vas adorer. Faire de l'équitation, dis-moi que c'est ça. Si c'est ça, c'est bon, je suis trop heureuse. Non, on va faire du cheval, qu'est-ce que tu racontes? On va faire quoi? Du cheval? Moi, voilà, j'ai aucun talent, mais vraiment aucun talent. Et le seul brin de talent que j'ai, c'est la connerie. Du coup, j'en ai fait mon métier. Donc je suis venu ici pour battre le record du monde les plus cons. Jean-François Marmillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy. Et l'année dernière, vous avez coordonné l'écriture d'un livre qui s'appelle Psychologie de la connerie. On peut dire que c'est un peu votre rayon, la connerie, si j'ose dire. Alors, on vient d'en voir quelques exemples, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on vit à l'ère de la connerie décomplexée sur Internet, à la télévision. Est-ce que des cons, il y en a plus qu'avant? Je ne suis pas persuadé qu'il y en ait plus qu'avant. En tout cas, ils sont plus visibles. Nous sommes tous plus visibles, cons compris. Et un con, ça se remarque par définition. Ça veut envahir l'espace, ça gesticule. En plus, c'est bruyant, ça veut aussi faire, ça insulte, ça invective, ça prend un témoin. Un con discret, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, il y a un effet de masse, de fait de la multiplicité. Chacun de nous peut devenir un média. Donc les cons ont la voix au chapitre au même titre que les autres, plus que jamais. Et j'ai le sentiment que c'est devenu un vrai business aujourd'hui, la connerie. Disons que auparavant, on pouvait avoir quelques scrupules à prendre les gens pour des cons. On pouvait se dire non, je peux quand même pas dire ça, je peux quand même pas avoir ça comme argument électoral, ça peut pas marcher. Je peux pas sortir une chanson aussi mauvaise, c'est pas possible. Je peux pas faire une émission aussi conne. Eh ben si. Mais pourquoi est-ce qu'on est si fasciné? Pourquoi est-ce qu'on regarde justement ces téléréalités qui nous semblent tellement absurdes et on finit quand même par les regarder? Je pense que c'est comparable à ce qui se passe quand vous vous penchez au-dessus du vide. Vous avez une espèce de nausée qui monte, vous êtes un peu écœuré et vous vous dites heureusement que je tombe pas là-dedans. Eh ben c'est ça, avec une star de la télé-réalité, vous vous dites mais quand même, moi je suis sur les hauteurs, donc ça rassure sur notre propre valeur. On est content de ne pas être lui et en même temps on ne peut pas s'empêcher de le détester. On adore détester les cons en fait. Alors nous, on a longtemps hésité à faire cette émission. On s'est dit quand même, la connerie, c'est pas très sérieux. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est un vrai sujet d'étude. La preuve, les éminents sociologues, psychologues, philosophes qui sont intervenus dans votre livre. Finalement, c'est un sujet d'étude, la connerie. Oui, il y a des scientifiques à travers le monde qui étudient expérimentalement nos erreurs de jugement, nos stéréotypes les plus stupides, les erreurs qu'on commet plus volontiers à plusieurs que tout seul. Et moi, j'ai essayé de réunir tout ça sous le titre de conneries, quoi. J'espère que la science de la connerie ou la conologie va prendre son essor. On l'espère. En tout cas, c'est sûr que la connerie, c'est pas qu'un spectacle distrayant. Dans la vraie vie, on en croise, des cons également. Ceux-là, il nous faut un petit peu moins rire. Nous, on s'est demandé quel serait le portrait robot, quelles seraient les caractéristiques incontournables du vrai con. Regardez. Salut, ça va? Salut. Tu vas bien? Ouais. Salut, ça va? Oui. Je suis désolée, j'ai galéré. Enfin, impossible de trouver une place dans le quartier. Mais bon, ça va? On se connaît? Non, mais comme ça, je fais pas la queue. Le connard, c'est celui qui vient nous pourrir la vie, même avec des tout petits gestes. Ça peut être une voiture qui nous double sans prévenir, quelqu'un qui coupe la file d'attente à la pharmacie ou à la poste. Et en soi, ce sont des tout petits désagréments. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur notre journée et sur le grand schème des choses. Mais il y a vraiment ce sentiment... Pour qui il se prend? Et moi alors? Ce délai, c'est vraiment important pour moi. Les connards sont partout, impossible de leur échapper. Il y a celui qui téléphone à plein tube, sans égard pour vos oreilles. Celui qui estime que les poubelles sont faites pour les autres. Celui qui vous coupe le chemin pour entrer plus vite dans les transports publics. Pas besoin de commencer par des actes très graves. On peut devenir con par palier, en s'octroyant peu à peu des comportements transgressifs. La transgression, quelque part, elle donne un petit frisson au moment où on la commet. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la règle.
Il y a quelque chose d'un peu jouissif. Les règles ne s'appliquent momentanément plus à moi. Et puis en plus de ça, comme il n'y a pas de conséquences négatives, mais pourquoi m'en priver? Je me permets d'insister. À force de rester impuni, toutes ces incivilités deviennent des habitudes qu'on impose aux autres sans même y penser. Pour le con, c'est tout à fait normal. C'est son droit, peut-être même son devoir, de montrer à quel point sa supériorité lui permet de faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Donc, le sentiment de supériorité peut venir soit de ses réussites personnelles, donc dans le sens où on pense que cette réussite nous autorise à traiter ceux qui n'ont pas réussi de façon inférieure. Elle peut venir de l'éducation, si on nous a répété toute notre enfance qu'on était tellement spécial et différent des autres. Elle peut venir du regard des autres. Si les autres nous admirent, on peut prendre la grosse tête et devenir un connard de cette façon. Car au cœur de la personnalité conne, on trouve presque toujours un narcissisme exacerbé. Je dirais que tous les cons seraient quand même très proches du trouble narcissique de personnalité et de ses différentes variétés. Manque d'empathie et recentration sur soi de l'attention, besoin exhibitionniste d'un miroir. Donc le con n'est pas prêt à écouter les autres. Les autres, c'est d'être un miroir complaisant. C'est typiquement, c'est une forme de connerie parce que c'est une perte d'ouverture et c'est la recherche de soi-même et non pas et de la multiplication d'images de soi, et non pas de quelque chose qui vous aiderait à vous développer. Putain, je suis beau. Aujourd'hui, Hervé, c'est ta journée. J'en reviens pas, je fais rien pour et je suis beau. Salut les filles, tant pis si je me trompe, hein? Le narcissisme fait aussi la force du connard. Il lui donne l'aplomb redoutable de celui qui ne doute de rien. Eux et moi, on n'est pas du même monde. Je suis beau. Je suis intelligent, je suis bronzé en permanence. Et je suis... un gros con! Un con, c'est quelqu'un qui a un ego tellement dimensionné qu'il ose n'importe quoi, y compris blesser les autres. Donc le con, ça serait plutôt quelqu'un qui serait avec un comportement perpétuellement de domination, de se faire valoir, et sans s'en rendre compte, il va blesser les autres et créer des relations qui sont quelquefois très difficiles, puisqu'il se met tout le temps en surplomb. Attention, pas d'insultes gratuites chez moi. Quand je parle de phrases de connard, je parle de phrases qui trahissent de la prétention ou de l'égoïsme. Il y a une bonne phrase de connard aussi, c'est celle-ci. Ouais, je te parle mal, mais ça va, c'est bon, je suis pas du matin. Comme si cette phrase suffisait à excuser des paroles ou des actes hyper agressifs. Vous êtes responsable de l'un des plus gros génocides de l'histoire de l'humanité. Vous avez quoi à dire pour votre défense? Par exemple que moi je suis pas du matin. Donc très vite on fait des conneries quoi. Bon bah ça va alors. Dans le même genre, pour se justifier d'avoir mal parlé à quelqu'un, certains mecs disent « Bah ouais, désolé si j'ai fait un scandale à table, si ta mère a chialé, si le pacemaker de ton oncle a lâché, mais c'est comme ça, je suis un mec entier. » Ouais, t'es un connard entier quoi. La marque du fabrique du con, c'est que non, il vous fait mal parce que ça l'arrange ou parce qu'il en a rien à faire. C'est pas une haine personnelle, c'est juste parce que lui, il est dans une sphère où, quand il évolue, il doit marcher sur vous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Enfin, c'est pas vraiment dommage pour lui, c'est juste indifférent. Lorsqu'un connard débarque, quelle réaction provoque-t-il auprès de son entourage? Pour le savoir, nous mettons au point un condensé d'attitudes connes. Un comédien va imposer ce scénario à d'innocentes victimes devant nos caméras discrètes. À peine arrivé, le con étale ses affaires sans se soucier de l'espace disponible pour les autres. Ce qui est typique déjà dans cette première étape, c'est l'idée que voilà, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais il en prend déjà plus qu'il n'en faut pour lui-même. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est son confort. C'est pas les autres, on s'en soucie pas. Puis de toute façon, il est arrivé d'abord, donc les autres avaient qu'à arriver avant pour prendre la place. Maintenant, c'est la sienne. Donc il y a vraiment cette idée que bon, ben voilà, il s'étale parce que les autres n'existent pas dans sa perception. La première réaction des autres est de faire avec, sans oser protester. Lorsque notre comédien s'absente, ce sujet préfère s'asseoir sur l'accoudoir plutôt que de pousser les affaires du con. Mais il n'en pense pas moins. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette personne sans gêne, visiblement? Ouais, sans gêne, ouais. Ben, je me suis dit, mais il se prend pour qui, en fait? La question qui identifie le connard, souvent, c'est l'idée « savez-vous qui je suis ?» Et puis la question qui identifie les victimes du connard, c'est « mais pour qui il se prend ?» Donc il y a ce contraste affreux entre
Cette personne qui est tellement désagréable et qui agit comme si elle était tellement plus merveilleuse que les autres. Pas super bien organisé. Notre connard va maintenant joindre la parole aux actes. Vous avez déjà fait, vous? Faudrait pas dépasser quand même. Il y a de l'eau? J'avais envie de lui dire, on dit merci à la dame. Il nous jugeait un petit peu, ah vous êtes déjà venu comme ça, en disant que, enfin il avait un avis très tranché sur la façon dont c'était géré, que c'était mal organisé et tout ça. Ça non plus pas. Je trouve pas ça très correct. Sur toutes des... Quand je travaillais au Grand Théâtre, de temps en temps, je fais des... C'est vrai que cette personne-là m'énervait au plus haut point, et puis je me suis retenu parce que j'allais pas lui rentrer dedans, parce que c'est pas... Ça fait combien de temps? Moi, je suis arrivé à 40. Ça fait 35 minutes que je suis là. Finalement, notre comédien fait un esclandre, comme s'il ne supportait pas d'attendre avec les autres. C'est un test ridicule. Et pour finalement on me dise, écoutez monsieur, vous avez perdu votre temps, c'est ça que c'est un petit peu stupide parce que voilà, on est tous égaux. On a tous quelque chose de plus que les autres et de moins que les autres. Donc il n'y a aucune raison parce que X ou Y est passé peut-être plus à la télé ou au cinéma ou qu'il a eu un prix ou qu'il a un gros salaire, qu'il soit au-dessus des autres. Ces actions sont ressenties comme un déni de notre propre existence ou de notre propre valeur. On n'a pas besoin que les autres nous reconnaissent comme étant grands, beaux, riches, célèbres, mais on a besoin que les autres nous montrent que nous, on compte. Et parce que le con nie ce besoin d'être reconnu en tant que personne qui a de la valeur, il déclenche une colère, ce qu'on appelle une colère juste, qui est l'indignation, qui est la colère qui cherche à rétablir la justice, à rétablir le fait que moi j'existe et j'ai autant de valeur que le con. Cette indignation de la victime du con est un sentiment étonnamment intense quand on le compare à l'acte parfois insignifiant qui l'a causé. C'est justement parce que les enjeux qui se cachent derrière une petite incivilité sont bien plus profonds. Le besoin de reconnaissance est fondamental chez l'être humain. Oser exprimer son indignation ne va pourtant pas de soi, tant nous sommes habitués à respecter les règles de conduite communes que le con transgresse sans même y penser. Il y a pourtant une situation où on se lâche beaucoup plus facilement, c'est sur la route au volant de notre voiture. Nous sommes allés à la rencontre d'une pendulaire valaisanne. Regardez, ça en vaut le détour. Tu vas où, toi? Non mais, il faut apprendre à conduire, hein? Touriste. Ouais, bah c'est priorité de droite, hein. Tu vas aller où, toi? Tu restes derrière, c'est 30 à l'heure, hein. Ça sert à rien de forcer. Au volant, c'est abominable. Des fois, même moi, je me reconnais pas. C'est assez incroyable, ouais. Je m'énerve, je crie, je hurle. Mais oui, toi! Mais connasse! Tu veux pas serrer encore plus? J'en ai presque honte, parce que c'est pas vraiment moi, c'est vraiment une autre personne. C'est comme si d'un coup j'avais un petit démon qui me disait ah, vas-y, crie, sors tout ce que t'as en toi, critique-le, grogne. Ça, c'est pas rouler dans les giratoires, ça met jamais le clignoteur. C'est comme lui, là. Alors là, c'était typique. Ça passe par la piste de gauche pour couper devant celui de la piste de droite. Ah non. Franchement, ça monte. C'est pas le côté oh, mon Dieu, j'ai peur. C'est mes espèces de gros connards. Qu'en temps normal, je ne parlerai jamais, je ne permettrai jamais de parler comme ça aux gens. Nathalie a beau en être consciente, la même histoire se répète tous les jours. Quand cette mère de famille prend sa voiture pour aller travailler, le comportement des autres conducteurs la met littéralement hors d'elle. C'est peut-être un autre type de connerie, c'est l'anonymat. On est dans notre petite bulle, là on risque rien. Du coup, ça fait qu'on est un peu désinhibé comme ça, comme avec l'alcool. Quoi qu'on dise, de toute façon, personne ne va venir nous casser la figure. Bon, et même sans aller jusque-là, il n'y a pas le risque social qu'il y a avec une vraie personne en face. Et ça pousse à agir connement. Voilà. Ouais. Je pense que c'est un multiplicateur de conneries. Il y a des fois, moi je me dis, je suis une vraie conne au volant. Parce que j'aurais pas dû répondre à la manière qu'il a fait ça. J'aurais dû dire, bah tant pis, ben voilà, allez zen, reste zen, c'est pas grave, ça va rien changer de ta vie. Mais voilà, c'est monté.
Et quand ça monte, impossible de résister. Nathalie n'est de loin pas la seule. Sa fille Coralie se laisse tout aussi facilement entraîner. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça a été? Oui, à part un connard qui m'a coupé la route, sinon tout va bien. Ah, mais sur l'autoroute? Oui. Ah, mais moi j'ai vu aussi ça. Mais Ah ça non, mais roulait je te mal. jure. C'était un Ouais, non, c'est la cata à la aujourd'hui. pulsion, franchement. Ah, purée. Au début, j'essayais de faire les choses bien. On vient d'avoir le permis, on n'a pas encore la confiance en voiture aussi, donc on essaie de faire les choses bien, de tout respecter les lois et tout. Et puis après, gentiment, il y a la vitesse qui augmente un petit peu déjà. Et c'est vrai que plus j'ai pris de l'aisance en voiture, plus j'ai pris du plaisir à conduire, plus les gens qui, entre guillemets, étaient des obstacles, m'énervaient. Donc la connerie au volant, c'est contagieux. Oui. Ah oui, clairement. Parce qu'il y en a un qui va commencer à nous chercher à côté, ça va énerver, puis ça va énerver, puis il y en a un qui va couper devant, puis il y a un autre qui va s'énerver avec. Si en plus, il y a par exemple personne sur la piste de droite et qui continue de rouler sur la piste de gauche et encore il ralentit, ah non mais là je deviens folle, je klaxonne, je mets le clignotant, je hurle jusqu'à ce qu'il déplace. Quelqu'un qui roule un peu lentement, peut-être qu'il a des bonnes raisons de le faire, ça vous arrive d'y penser? En général, moi je me dis que s'il a une voiture qui est apte à rouler à 120 sur l'autoroute, c'est qu'il peut rouler à 120 sur l'autoroute. Voilà. C'est vrai que je vais pas trop chercher plus loin. C'est l'un des effets de cette contagion de la connerie. On ne cherche plus à comprendre l'autre. Il devient simplement un obstacle ou un ennemi. Attention! Putain, mais c'est pas vrai! Le papy, faut acheter des lunettes, connard! Putain! C'est pas vrai, quoi! Mais papy! Et puis il est là! Ah! Dire merde! Et puis même pas s'excuser, te tcheux! Non, mais je crois pas! C'est bon! Mais c'est rien encore, Jo! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Va me couper la route, non? Rien! Con! Jean-François Marmillon, alors, le con par définition, c'est toujours l'autre, mais est-ce que c'est vraiment le cas? On vient d'entendre Nathalie qu'on remercie d'ailleurs, ainsi que sa fille Coralie pour ce beau témoignage. On vient d'entendre Nathalie nous dire qu'elle se rend compte que parfois, la conne, entre guillemets, avec tout le respect que je lui dois, c'est elle sur la route, elle se rend quand même compte de ça. Est-ce que finalement, le con, ça peut être soi-même? Oui, et bravo Nathalie, c'est très bon signe. Le con, en toute rigueur, ça devrait être nous-mêmes avant tout, parce que tous les jours, on se dit au moins une fois, quel con. Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est très bon signe, ça veut dire qu'on est capable d'autocritique, on est capable de douter de soi, on est capable de vouloir réparer ce qu'on a fait, on est capable de désamorcer notre connerie. Là où la connerie est plus insidieuse, c'est que souvent elle passe inaperçue à nos propres yeux. Par exemple, la connerie de croire qu'on est plus malin que les autres, ça on n'aime pas trop y toucher. Il faut parfois toute une vie pour accepter qu'on puisse avoir fait des erreurs capitales de notre vie qui ont nui aux autres, et autant qu'à nous-mêmes. Alors que le con, finalement, c'est soi-même, là. Le con, c'est soi-même, évidemment. Et ce qui est assez marquant aussi dans ce témoignage, c'est qu'on a l'impression que ces deux conductrices se focalisent sur les usagers de la route qui, selon elles, ne savent pas conduire. Et elles oublient presque que la plupart des gens, la plupart des conducteurs respectent le code de la route. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. On se concentre avant tout sur ce qui est perçu comme un stress, ou une menace, ou une agression. Et on perçoit facilement, à tort ou à raison, le con comme quelqu'un d'agressif. Et du coup, cette colère qu'on ressent éclipse les événements neutres ou même bénéfiques qui émaillent notre quotidien. Le con monopolise l'attention. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que parfois, un mot d'excuse suffit tout d'un coup pour faire changer la situation. Si le conducteur en face fait un signe d'excuse, on le trouve tout d'un coup beaucoup moins con, d'ailleurs. Oui, bien sûr, si on me fait une queue de poisson, je lance des appels de phare. Et quelqu'un devant moi dans le rétro fait « Oups, désolé ». Je me dis « Bon, ok, je lui accorde le bénéfice du doute, il a fait une connerie. Ça peut arriver, c'est un con ponctuel, ok ». C'est vrai qu'un mot d'excuse, ça permet tout d'un coup de voir la situation différemment et que la personne en face, qu'on a jugée comme étant conne ou con, finalement avait ses propres raisons pour se comporter ainsi. Nous avons réalisé une expérience, vous allez le voir, qui démontre bien combien on peut se tromper parfois. Venez vers moi. Le connard aurait-il parfois de bonnes raisons de se comporter comme il le fait sans que ces raisons soient visibles au premier abord? Nous organisons une expérience ludique avec 6 volontaires. Chacun commence par remplir un questionnaire individuel, mais ce n'est qu'un prétexte pour donner le change. Le vrai enjeu réside dans cette consigne que Luigi donne à un seul participant, sans que les autres l'entendent. Ça marche. Alors Gérard, pour vous, j'ai une consigne supplémentaire à vous donner. Ce que je vous demanderai à partir de maintenant, c'est de laisser votre téléphone allumé, de répondre à chaque fois qu'il va sonner
est de ne pas parler aux autres de ce qui se passe dans les conversations téléphoniques. Alors, venez par ici, mettez-vous... Le groupe revient sans se douter de rien. Luigi propose une bataille de bombes à eau. Ce jeu va permettre à chacun de se défouler sur les personnes de son choix. Les explications commencent. Nous provoquons une première interruption. La règle numéro 1, donc, c'est que chaque fois qu'une personne lance la bombe, ça sonne? Okay. Je crois qu'on va attendre du coup que Gérard revienne. Comme ça, tout le monde a les règles. Le groupe pense que Gérard répond spontanément à un appel privé. Malgré le froid, chacun prend sagement son mal en patience. Gérard revient au bout de quelques minutes. Alors, Gérard est revenu. On peut reprendre du coup le règlement de jeu que vous verrez tout à l'heure. Et règle numéro 5, vous avez... Ah, ça ressonne? Oui. Du coup, on va attendre que Gérard finisse... Ok, Gérard, c'est bon? Alors, du coup, j'en étais où? La partie peut enfin commencer. Comment vont se comporter nos volontaires? Vont-ils se venger sur Gérard de son comportement dérangeant? Et de 1. 1, 2, 3. Et de 2. 1. Aucun doute, même si l'ambiance reste bon enfant, Gérard est pris régulièrement pour cible. 1, 2 et 3. Pour faire monter encore le ressentiment, nous appelons Gérard une 3e fois. Aux yeux des autres, il s'agit toujours d'un appel privé. On va juste attendre que Gérard revienne. Ok, c'est bon Gérard? On peut y aller? Alors, 1, 2, 3. Très bien. Cette fois, à peine revenu, Gérard s'en prend plein la figure. Ah mais lui... À la fin de la partie, nous questionnons nos volontaires. Dans quelle mesure ont-ils conscience de s'être acharnés sur Gérard? Je crois que c'est lui qui a pris la première bombe à eau ou quelque chose. Vous vous rappelez? Vaguement. Qui l'a lancé? C'est moi? Non. Oui. Et puis qu'est-ce que vous avez pensé? Oui, je pense que j'ai dû penser quelque chose de l'ordre, oui, voilà, pas bien fait, c'est un peu trop fort, mais... Une ou deux personnes ont commencé vers lui et les autres, peut-être, ils avaient envie aussi de tirer dans lui, en fait. Je crois qu'il y a plutôt quelque chose d'implicite comme ça. Mais quand on les pousse dans leur retranchement, la conscience de leur motivation se fait plus précise. J'ai pas cherché à le viser. Mais en même temps, c'est vrai que je me suis dit, il y a eu un petit... peut-être j'ai ressenti un petit moment de bonheur de le faire parce qu'il avait peut-être coupé le jeu, je sais pas. Mais je crois que c'est assez normal. Ça a énervé les gens. Il s'est quand même fait vraiment remarquer, disons, dans le groupe. Quand les gens observent un comportement, par exemple, négatif de quelqu'un, par exemple celui de répondre au téléphone comme ça devant des autres ou dans une réunion, les gens se font une image de pourquoi la personne fait ça. Et ils ont toujours une image très négative. C'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire quand quelqu'un a un comportement mauvais, on se dit c'est parce que cette personne, elle est irrespectueuse, elle est une personne mauvaise. Alors qu'en réalité, ça peut être les circonstances qui poussent quelqu'un à agir d'une certaine façon. Un premier appel, ça peut être une urgence. Un deuxième appel, ça peut être un oubli. Un troisième appel, c'est vrai que ça commence à énerver. Je pensais à tout le monde. Je me dis, ça coupe le jeu, ça coupe on perd du temps quand même. Il y a une règle qui dit si quelqu'un te fait du mal, en général, c'est pas parce qu'il te veut du mal, mais c'est parce qu'il fait pas exprès. Mais par contre, dans nos têtes, quand quelqu'un nous fait du mal, on se dit c'est qu'il veut nous faire du mal. La réalité, c'est que des circonstances assez justifiables, souvent, expliquent nos comportements.
En fait, il avait une très bonne raison, c'est que c'était moi qui l'appelais. Ah non, c'était bien caché. Et Gérard, comment a-t-il réagi aux agressions injustifiées qu'il a subies? Je disais celui qui m'avait mouillé les pantalons, donc je me vengeais sur celui qui m'avait mouillé. On était deux garçons là, donc les filles nous tapaient dessus, donc on recevait pas mal de flotte. Et donc et lui, il s'amusait aussi à me taper dessus, donc voilà, donc c'est lui qui m'avait le plus mouillé, donc j'ai retapé sur lui. Voilà. Mais cette situation difficile dans laquelle on a mis Gérard l'a mis dans une situation où il a été obligé de se comporter comme ça. Et il s'est comporté, il l'a admis de façon un petit peu plus agressive à cause de cette situation difficile. Et donc les personnes autour de lui voient qu'il est effectivement plus agressif. Et puis du coup, ça peut générer une situation où de pire en pire, les gens perçoivent de l'agressivité, la répliquent, et donc ça dégénère. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut avoir des choses qui génèrent un conflit, qui font le début d'un conflit, qui sont tout à fait anodines, mais parce que les comportements des gens continuent à aller dans le sens négatif de cette boucle qui s'auto-alimente, et bien finalement la situation se passe très mal. Cette mauvaise interprétation d'une situation donnée n'est qu'un exemple des nombreux raisonnements faussés que notre cerveau produit en permanence. Il y a un chercheur qui a fait avancer énormément notre compréhension du cerveau dans ce domaine, c'est le psychologue américano-israélien Daniel Kahneman. En 2011, il a publié un livre qui est l'aboutissement de toute une vie de recherche en psychologie cognitive. Et le résultat est peu flatteur pour l'ego de l'être humain. Notre cerveau est programmé pour penser connement, autrement dit pour se tromper. Et vous allez le voir, parfois cela peut être très utile. Selon Daniel Kahneman, nous disposons de deux systèmes de pensée. Le système 1 est une voie rapide et intuitive qui produit sans arrêt des pensées réflexes. Mais il emprunte des raccourcis qui lui font parfois commettre des erreurs, des conneries. S'il se sent dépassé, il peut faire appel au système 2. C'est notre pensée consciente et rationnelle, capable de raisonnement complexe. Mais il est lent et très coûteux en énergie. Trop souvent, notre flemmard de cerveau se contente donc des raccourcis de pensée du système 1. Le système 1, l'avantage, c'est qu'il est automatique. Il ne consomme pas beaucoup. C'est vraiment une réalité physiologique. Il est rapide et il ne prend pas beaucoup d'énergie et il ne prend pas beaucoup de temps. Donc c'est rapide, économique, pas cher. Et donc pour plein de choses, le système 1 est très efficace. Donc, par exemple, quand vous voyez un ballon arriver à toute vitesse vers votre tête du coin de l'œil, vous allez avoir un réflexe de l'éviter, c'est le système 1. Si vous étiez uniquement sur système 2, le temps que vous calculiez qu'il faut vous écarter, vous auriez déjà le ballon qui se serait écrasé dans votre visage depuis bien longtemps. Mais le système 1 peut aussi causer des réflexes qui contredisent le plus élémentaire bon sens. Déployons les grands moyens. Si l'on vous met nez à nez avec un dinosaure, comment réagirez-vous? Système 1 ou système 2? Qu'est-ce que vous avez vu exactement? J'ai pas réussi à faire la différence entre la réalité et le fait que ce soit faux au départ. Enfin, je me suis dit que... Enfin, j'ai vu un dinosaure, j'ai couru. Malgré que le costume est imparfait et qu'on sait très bien que les dinosaures n'existent pas, eh bien la personne qui voit ça prend immédiatement peur et puis tout de suite est effrayée, fuit et pense que c'est réel et ne réfléchit pas au fait que ça peut être une caméra cachée. En réalité, si la personne s'était arrêtée, avait juste analysé la situation, elle aurait vu que c'est un costume. Vous savez que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années? Oui, mais sur le moment, j'ai pas... Mon cerveau, il a pas fait la relation et il a vu un dinosaure et il est parti. Ça, c'est typiquement quelque chose qui peut nous rendre un peu cons. Donc la connerie ici, dans le sens, bah voilà, on se trompe, on est un peu bête. Hein. Parce qu'on a tous ces parties du cerveau qui nous poussent à vouloir décider vite. Dans un premier temps, j'ai juste vu que c'était quelque chose de monstrueux. Mais qui avait l'air vrai? Je me suis pas posé la question, j'ai juste vu quelque chose de gros et monstrueux et j'ai couru. Tout ce qui est détection de choses qui pourraient être dangereuses, c'est vraiment le niveau le plus automatique de ce qui se passe dans le cerveau. Il y a vraiment des connexions qui permettent de court-circuiter pas mal d'étapes si quelque chose est perçu comme dangereux pour tout de suite déclencher un comportement. Du point de vue de la survie, ça a un sens.
Après tout, il y a peut-être une toute petite chance que ce soit un vrai dinosaure, on ne sait pas. Mais le système 1 ne se limite pas aux situations d'urgence. Il produit en flux continu des intuitions qui peuvent se substituer à la réflexion de manière totalement indue. Nous soumettons plusieurs volontaires à un test très simple qui semble tout droit sorti d'une cour de récré. Le piège se révèle irrésistible. Je vais vous demander d'abord de quelle couleur est cette feuille? Blanche. La neige. Blanche. La barbe d'un Père Noël. Blanche. De la ouate. Blanche. Une blouse de médecin. Blanche. Qu'est-ce que boit une vache? Du lait. De l'eau. Du lait. Voilà. Non, ah, voilà. C'est une erreur. Du lait, monsieur. De l'eau. Merde. Merde. Ah non, ah putain. Pourquoi vous avez répondu du lait? Parce que j'ai dit blanc trop de fois, probablement. Exactement. L'intuition est donc un bien bel outil, mais qui peut aussi se révéler un terrible piège. Elle nous pousse par exemple souvent à porter des jugements hâtifs sur autrui. On aura toujours envie d'économiser de l'énergie. Et donc c'est vrai qu'il faut un peu se forcer. Imaginez, vous devez juger quelqu'un parce que vous devez le recruter ou vous devez travailler avec. Et puis, parce que vous êtes biaisé, parce que vous avez des stéréotypes ou parce que vous avez des préconceptions sur les gens, vous allez tout de suite détester une personne. C'est votre intuition. Et ben, le problème, c'est que ça pourrait générer une relation de très mauvaise qualité. Vous l'aurez compris, nous pouvons facilement nous tromper et nos idées préconçues sur les autres débouchent sur des malentendus et des jugements de valeur souvent à l'emporte-pièce. Mais il y a un autre fonctionnement du cerveau humain qui nous induit encore plus en erreur. Nous, les humains, détestons le hasard. Nous avons tendance à donner du sens à tous les comportements que nous observons en créant des liens entre les événements, alors que parfois ces liens n'existent tout simplement pas. Là encore, un raisonnement faussé à la base nous pousse à briller, non pas par notre intelligence, mais par notre connerie. Ce film d'animation a été créé en 1944 à des fins expérimentales par deux psychologues américains, Heider et Zimmel. Que voyez-vous? Comme la plupart des gens, vous ne pouvez sans doute pas vous empêcher d'attribuer des intentions à ces formes. Le grand triangle vous paraît animé de sentiments hostiles envers le petit. Votre cerveau fabrique un scénario. Il est incapable de percevoir ces figures comme de simples surfaces géométriques. Nous relions des faits ou des actions, parfois sans rapport les uns avec les autres, pour nous raconter des histoires. On a tendance à accorder trop d'importance aux coïncidences. On est tous comme ça, donc on fait tous des conneries, si on veut, avec ça. Parce que notre cerveau est fait pour détecter les coïncidences. Il y a des gens qui s'étonnent, parce que parfois ils regardent l'heure, et puis il est 11h11, que des 1. Ils disent, ah, c'est incroyable, ça arrive très rarement. Mais 22h22 aussi, ça arrive très rarement. Hein. Et puis 10h13 aussi, ça arrive très rarement. En fait, chaque heure arrive très rarement, mais il y en a certaines qu'on repère. Alors quand c'est 11h11, on le repère. Mais le fait est qu'on détecte tellement bien les coïncidences que parfois on est stupéfait par des coïncidences qui sont juste le fruit du hasard, ou alors dans d'autres cas qui ont une explication toute simple et nous on va trouver une explication très compliquée. C'est pareil avec une croyance très populaire, la pleine lune favoriserait les naissances. Là aussi, nous relions deux événements qui surviennent ensemble par hasard. Si j'ai eu une journée où il y a eu beaucoup de naissances, ça c'est assez remarquable, et qu'il y a une pleine lune, c'est aussi un phénomène assez remarquable. La pleine lune, c'est pas tous les jours. Et là, notre système 1 va faire l'association. Oh, il y a un truc bizarre, et puis un autre truc bizarre, donc ça va ensemble. Et puis j'oublie tous les jours où il y a eu pleine lune et pas beaucoup de naissances, ou beaucoup de naissances et pas pleine lune. Et donc j'arrive à cette croyance. À force de privilégier ses intuitions, notre cerveau peut se détourner entièrement des explications rationnelles ou scientifiques. Des croyances disparues ressurgissent, comme celle de penser que la Terre est plate. C'est plus qu'une opinion, je vais vous le prouver que la Terre est bien plate. Petit atlas. Eh bien, dans des livres, on voit bien que tout est plat. Hein, c'est en 2 dimensions, vous aurez beau feuilleter complètement le livre, vous voyez que tout est plat et archi-plat. Si vous regardez autour de vous,
Même avec des jumelles, vous voyez que c'est plat, légèrement convexe, mais on voit bien que c'est plat. Do you feel yourself spinning, wobbling, gyrating? No, I'm pretty rock solid. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en train de tourner? Parce que si la Terre, elle tourne quand même très très vite là maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment de tourner? Non. Alors, bon, vous pouvez me raconter une histoire très compliquée, mais c'est quand même une sorte d'évidence que la Terre ne tourne, que je ne sens pas la Terre tourner. C'est évident que l'horizon est plat aussi, de la même façon. L'idée, c'est que le système 1 va favoriser les histoires et les explications des phénomènes qui sont ce qu'on appelle le plus intuitif, c'est-à-dire le plus simple à comprendre et à traiter pour notre cerveau. Ça, c'est une forme de connerie. C'est l'intelligence qui est utilisée à de mauvaises fins. C'est comme avoir une très jolie voiture, très puissante voiture, mais l'utiliser pour foncer dans un mur. Jean-François Marmillon, notre cerveau se trompe, on vient de le voir, il se trompe même souvent, on a un biais de négativité, on a l'impression que tout le monde est con autour de nous, on pense que l'autre nous vaut du mal alors que ce n'est pas forcément le cas, on met de l'importance sur des événements qui sont en réalité le fruit du pur hasard, de ces biais cognitifs comme les appellent les spécialistes, il y en a encore beaucoup. Eh bien, suivant les spécialistes, justement, il y en a des dizaines, voire peut-être même une centaine, ça dépend de la façon dont on les dénombre. Wow. C'est une espèce de tissu, c'est un tissu, un flux continu, tout au long de la journée. Il y a le biais rétrospectif. J'en étais sûr, j'avais parié, alors que souvent on n'avait rien parié du tout. Il y a l'effet de halo, H-A-L-O. Il y a un détail qui me plaît chez vous, alors je vais en conclure que toute votre personnalité est à l'avenant, c'est comme ça qu'on tombe amoureux. Ou au contraire, il y a un truc qui ne me plaît pas, et je vais tout passer au crible de ce filtre négatif. Il y a l'effet blouse blanche, quelqu'un qui a de l'autorité, je vais le prendre un peu plus au sérieux que quelqu'un qui est en bas de l'échelle sociale, etc., etc. C'est incessant et on fonctionne comme ça, on continue. C'est la règle plutôt que l'exception. Et le pire, c'est que c'est souvent inconscient. C'est automatique. Si je vous dis 2 et 2, vous pensez à 4 tout de suite. Et c'est ça les biais. Les biais cognitifs, c'est automatique, c'est des espèces de raccourcis. C'est des autoroutes de la pensée, ça va vite, c'est pas fatigant, ça permet de se débrouiller au quotidien, et ça marche très bien comme ça. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y a 2 systèmes, le système 1 et le système 2 dans notre cerveau. Le système 2, c'est celui qui est supposé nous faire moins de conneries, entre guillemets, moins de bêtises, mais en réalité, lui aussi, parfois, nous induit en erreur, c'est juste? Oui, il n'est pas infaillible du tout. Le système 2, typiquement, on l'utilise lorsqu'on passe un examen. On monopolise toutes nos connaissances, toute notre attention. Résultat, on a la tête en morceaux à la fin, on est épuisé. On ne peut pas être comme ça 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible. Et le système 2 ne nous garantit pas la bonne réponse à l'examen. Peut-être qu'on a mal compris la consigne, peut-être qu'on n'avait pas les bonnes connaissances, peut-être qu'on les a mal organisées. Donc, le système 2 peut très bien être mis au service de la connerie. Les gens qu'on a vus tout à l'heure qui défendent la théorie de la Terre plate, c'est avec le système 2 qu'ils le font. Ils connaissent très bien les contre-arguments, ils savent très bien les parer, ils connaissent la littérature, ils savent faire feu de tout bois pour alimenter leur théorie. Et d'ailleurs, les fake news, les théories du complot, ça s'adresse justement à ce système 2, c'est avec ça qu'on les analyse? Alors, ça renforce le système 2, parce qu'on trouve toujours de quoi alimenter notre théorie avec des fake news. Et on ne cherche pas la vérité, on cherche à avoir raison. Alors cela dit, on peut jouer des fake news, parce que lorsqu'on s'est fait avoir 2 ou 3 fois, ça peut nous apprendre la prudence. Mais ce n'est pas garanti. Parce que lorsqu'on vous démontre par A plus B que c'est une fake news, que vous avez tort de croire ça, on ne se laisse pas déstabiliser comme ça. Ça peut très bien être 7 milliards d'individus qui ont tort alors qu'on a raison. Ça peut très bien être la réalité qui a tort alors qu'on a raison. Il faut changer la réalité, pas notre façon de penser. Il y a un autre biais, j'ai envie de dire la mère de tous les biais, c'est le biais de confirmation, Jean-François. Là encore, l'image flatteuse qu'on se fait d'un être rationnel en prend un sacré coup, regardez. Faut-il adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver comme horaire unique? Une question qui divise. Cette question, nous la posons à 6 volontaires. Le but, savoir s'il est facile de changer d'avis quand on s'est déjà fait une opinion. La majorité de nos sujets sont assez, voire très convaincus par l'heure d'été. Il n'y a qu'un seul partisan de l'heure d'hiver. Nous leur distribuons ensuite un texte qui présente des arguments équilibrés en faveur des 2 camps. Nous leur demandons de le lire attentivement. Fabrice. Puis ils vont expliquer à Luigi ce qu'ils ont retenu et si leur opinion a changé. Je vais vous donner ce stylo, Fabrice, et vous allez m'entourer 3-4 mots-clés qui vous parlent.
parmi ces arguments pour ou contre l'heure d'hiver, l'heure d'été. Allez-y. Ça marche. Le constat est net. Nos volontaires ne s'intéressent qu'aux idées qui confirment leur propre opinion. La société. La conviction de Fabrice n'a pas bougé d'un seul cran. Il a tout simplement ignoré les arguments du camp opposé. Je les ai un peu laissés de côté. Et ils m'ont moins marqué en tout cas. Ça m'a moins happé. Donc les arguments qui vont dans votre sens vous frappent plus? Je pense que oui, parce que je trouvais que les arguments étaient quand même bons. Donc vous, en tout cas, votre premier impact, votre première envie, ce serait de garder l'heure d'été toute l'année. Ça vous plaît, l'idée qu'il faut... Luigi essaye par tous les moyens de les faire changer d'avis en attirant leur attention sur les arguments opposés. Mais nos volontaires font la sourde oreille. Le matin, ça vous permettrait de faire des activités le matin aussi, d'aller faire un jogging avant d'aller aux études. Je crois que vous êtes étudiant. Vous voulez pas... Enfin, c'est un argument qui ne vous parle pas, quoi. Non. Okay. Non. Donc c'est pas un argument qui vous parle, ça. Okay. Quand on a une opinion, même si elle est assez faible, toutes les informations qu'on va recevoir ensuite vont nous pousser à vouloir confirmer, voire renforcer notre opinion. On a tendance à chercher des informations qui confirment ce qu'on croit déjà et à ignorer les informations qui ne sont pas conformes à ce qu'on croit déjà. D'écrire ça comme ça, sachant que... Que va faire Nathan quand Luigi le confronte à un argumentaire rationnel et difficile à contredire, tiré d'une étude scientifique? Je me dis, avant d'y croire, il faut voir... déjà, sur combien de patients ça a été fait? Est-ce qu'ils ont déjà des antécédents? Est-ce qu'ils vivent au même endroit? Vous doutez de cette phrase, elle est un peu peut-être même fallacieuse pour vous. Oui. Par exemple, quand on pointe une étude, on dit mais il y a une étude qui dit que vous n'avez peut-être pas raison. La personne elle dit ouais mais on ne sait pas tellement si cette étude est juste, on ne sait pas tellement si la méthode est bonne. Donc on critique l'étude sans la connaître. Par contre, si un argument va dans son propre sens, alors là, on ne questionne pas la méthode de l'étude. La plupart des gens, je pense qu'ils apprécient plus la lumière du jour. Ah ouais? Oui, je pense. Surtout... C'est quel pays qui a fait cette étude? Très juste, très juste. En tout cas, je peux parler pour les personnes méditerranéennes. Voilà. Aucun de nos volontaires n'a changé d'avis. Ceux qui avaient au départ une conviction plus modérée, comme Sophie, n'ont fait que se radicaliser. Il faut qu'on me sorte des arguments qui sont vraiment béton. Donc peut-être que les arguments qu'il y avait là étaient intéressants, mais pas suffisants pour me faire changer d'avis. Par contre, un bon argument qui va dans votre sens... Ouais, là, du coup, on va dire que ça finit de me convaincre. Donc c'est une des grandes difficultés de l'humanité, c'est que nous ne sommes pas facilement capables de nous ouvrir au fonctionnement des autres, aux avis des autres, et ça peut nous amener des fois à aller très loin jusqu'à des guerres. Et quel rapport avec la connerie? Je pense que c'est l'essence de ce qu'est la connerie. Quand on dit de quelqu'un c'est un con, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais une des choses, à mon avis, les plus claires, c'est le con, c'est celui qui ne change jamais d'avis. Le con, c'est celui qui a une opinion et qui n'a pas l'humilité de pouvoir admettre qu'il peut avoir tort. Je pense que celui qui n'est pas humble, c'est le pire con. Mais pour être vraiment humble, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on est soi-même inclus dans la connerie universelle, comme l'a bien compris le chanteur Camini. Parce qu'on est con, parce qu'on est con. Il m'est venu une réflexion, ou devrais-je plutôt dire une suggestion. J'ai retourné maintes fois la question, j'en suis à la conclusion qu'on est tous des cons. Tous les trucs à la con qu'on fait quand même. T'as du cancer mais tu fumes quand même. T'as plus de fric, t'achètes des fringues quand même. T'aimes ta femme, tu la trompes quand même. Si on observe de la connerie chez tous les autres, c'est peut-être que nous aussi on doit être un peu cons. Et en particulier quand on voit des biais chez tout le monde, et qu'on les reconnaît bien, on voit bien que les gens ont des croyances et qu'ils s'y accrochent alors qu'ils ont des preuves en face d'eux. Mais il y a un pas ensuite à faire, que peut-être grâce à l'éducation à l'esprit critique on peut passer, qui serait de dire mais si tout le monde est comme ça, peut-être que moi aussi en fait je suis comme ça. Et ça c'est très difficile. On est des cons car on confond tout. On a tous de petites voix qui parlent au fond de nous. La voix du con ou la voix de la raison. Mais vu qu'on est des cons, on écoute la voix du con. La voix de la raison, on l'écoute jamais. Au contraire, on lui demande son avis en dernier. Des fois elle nous dit fais pas ça, mais nous on le fait quand même. Comme ça on a plein d'emmerde. Seule consolation si l'on admet qu'on fait partie de la grande famille des cons, l'esprit critique peut nous permettre de limiter les dégâts.
On doit développer une sorte d'alerte, de signal d'alarme qui nous dit « Ah, voilà une situation où je risque de me tromper ». Et puis, il y a des zones où je sais que moi, je suis particulièrement vulnérable. C'est toutes ces zones où je suis touché émotionnellement, par exemple. Donc, on a toujours du mal à raisonner sur des questions politiques. Si on est engagé politiquement, sur des questions religieuses, quand on est croyant, c'est très difficile. Donc là, on peut savoir que l'intuition n'est pas bonne. Et que donc, si c'est très important d'avoir une réponse rationnelle, on ne peut pas se fier à l'intuition. Et qu'il faut vraiment faire un effort pour se détacher de ce qui nous vient spontanément. Alors, Jean-François Marmillon, pour conclure cette émission, le contraire de la connerie, c'est quoi? L'intelligence? Non, je ne pense pas, parce qu'on peut être très con et très intelligent à la fois. Les plateaux de télé sont pleins de gens brillants qui ont fait des études, qui ont parfois fondé des partis politiques, qui ont écrit des pavés et qui racontent strictement n'importe quoi. Donc peut-être que le contraire de la connerie, ce serait la sagesse. La sagesse? Oui. Dans quel sens? Alors ça fait 25 siècles que les philosophes s'écharpent pour savoir ce que c'est que la sagesse. Je ne vais pas avoir la connerie de trancher ce soir, mais je pense que la sagesse, c'est une espèce de scepticisme, de prudence, d'indulgence, de tolérance vis-à-vis des défauts des autres ou des opinions des autres, et vis-à-vis de soi-même aussi. Il ne faut pas être trop exigeant, avoir des exigences trop élevées, sinon jamais personne ne trouvera grâce à nos yeux, pas même nous-mêmes. Et ça, c'est une forme de connerie aussi. Et vous me disiez qu'il y a quelque chose qui vraiment nous prémunit de la connerie, c'est l'autodérision. Oui, les ingrédients pour nous prémunir de la connerie ne sont pas forcément enthousiasmants. Hein. C'est la prudence, la tolérance, ne pas juger trop vite, accorder le bénéfice du doute à autrui, tout ça, c'est pas facile à mettre en œuvre, franchement, c'est pas très excitant, mais l'humour peut venir parachever tout ça, à commencer par l'humour qu'on porte vis-à-vis de soi-même, ça c'est très précieux. Jean-François Marmillon, merci. Merci à vous. Voilà, Dans la tête d'eux, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à l'ensemble de l'équipe qui a contribué à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.